Alors, l'enregistrement a commencé. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Ne vous inquiétez pas, cette année, on ose, on ne se laisse pas faire et on ose sa vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Soka Sui. Je suis experte en Feng Shui et décodage de votre thème de vie Bazi, de l'énergétique chinoise au service de votre développement personnel. Et il se trouve que tout au long de mon expérience, j'attire à moi des personnes qui sont en transition de vie, voilà, qui ont besoin de changer de vie, de passer un nouveau cap. Et donc, pour moi, c'est important aujourd'hui de vous proposer de vous présenter une spécialiste de la transition de vie ou transition de carrière. Elle insiste beaucoup. Elle s'appelle Clara Méjean. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est que la transition de vie ou la transition de carrière, parce que c'est très, très important. Et ensuite, effectivement, ça se reflète dans les besoins de comprendre son chemin de vie avec moi en Bazi ou justement de refaire son intérieur en Feng Shui pour que ça reflète le nouveau chemin qu'on veut prendre. Et donc, quoi de plus naturel qu'une spécialiste de la transition de vie ou de carrière pour nous expliquer qu'est-ce que c'est, en quoi c'est important dans notre vie et en quoi, à mon sens, c'est vraiment une phase de vie. Voilà, la transition dont on peut avoir peur, mais qui est vraiment importante pour notre épanouissement personnel. C'est vraiment à prendre au sérieux, à mon sens. Donc, j'arrête de parler. Clara Méjean. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous expliquer comment tu es arrivée au métier de coach en transition de vie ou de carrière? Oui, alors merci beaucoup Soka pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici avec toi et de pouvoir échanger aujourd'hui. Pour répondre à ta question, puisque c'était ta question, personnellement, je suis coach en transition de vie ou de carrière depuis 1 an désormais et j'ai décidé de devenir coach et surtout aussi de me spécialiser dans cette transition de vie ou de carrière parce que ça me parle beaucoup via mon parcours personnel. Donc, je suis ancienne avocate et ancienne juriste. Et en parallèle de tout mon cursus scolaire et universitaire avant, depuis une dizaine d'années, je me suis intéressée très largement au développement personnel via des événements relativement traumatisants que j'ai pu vivre personnellement et qui m'ont impactée. Et j'ai découvert grâce à ça la méditation de pleine conscience qui a été pour moi une bombe atomique dans ma vie, mais une bombe atomique de bien-être, voilà, ça a été quelque chose de très marquant par rapport à le fait de ralentir, le fait de se poser, le fait d'arrêter d'être la tête dans le guidon et de foncer, voilà, on y va, mais on ne sait pas où on va. Et aussi le fait d'accepter de se mettre comme une priorité, voilà, de devenir sa priorité. Donc, ça n'a pas été en une journée, bien entendu, mais la méditation de pleine conscience a été ma première porte d'accès au développement personnel. Et grâce à la méditation de pleine conscience, j'ai vraiment pu voir des bienfaits, notamment, comme je le racontais, via ces événements traumatisants et réussir à me détacher du problème et à vraiment réussir à me dire, bon, le problème est là, mais le problème n'est pas moi. Et donc, à faire un distinguo entre j'ai des outils pour régler le problème et je me mets en action, j'ai pas d'outils pour régler le problème et donc je me détache du problème et je ne peux pas réussir à le changer, donc j'accepte la réalité. Ça a vraiment été voilà, ma première bombe atomique. D'accord. Donc évidemment, je me suis énormément formée en méditation de pleine conscience
Et après est arrivée la méditation active. Donc, c'est vraiment via la méditation de pleine conscience et la méditation active que mon chemin vers le développement personnel s'est activé. Et donc, j'explique voilà, un peu cette évolution. Donc, la méditation active, qui est une méditation moins connue que la méditation de pleine conscience, la méditation de pleine conscience, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une méditation de concentration, d'observation, donc soit de la respiration, soit par exemple de la marche quand on marche. Il y a différents types de méditation, soit par exemple ça peut être des sons extérieurs ou des ressentis corporels. Voilà, on se concentre et on observe ce qui est dans l'instant présent. Évidemment, tout ça a un impact sur les pensées, hein, bien sûr, et sur le fait de calmer son mental agité. Ensuite, il y a la méditation active qui, elle, est une méditation plus axée sur le lâcher-prise et qui, grâce au mouvement corporel répété avec une musique spécifique, permet ce lâcher-prise. Donc, ce sont deux types de méditation qui sont très complémentaires et qui m'ont, moi, beaucoup apporté. À force de me former voilà, à titre non professionnalisante du tout dans tout ce qui était le développement personnel, notamment méditatif, mais aussi d'autres types de méditation, d'autres types d'outils de développement personnel, j'ai décidé pour parfaire voilà, de devenir ma propre coachée. Et donc, j'ai décidé d'intégrer une école de coaching diplômante et dont je suis évidemment voilà, diplômée à l'heure actuelle, mais je ne l'ai pas du tout fait à des fins professionnalisantes. Je l'ai vraiment fait à des fins de personnel. plus grande introspection et d'être outillée le plus possible pour pouvoir… voilà. Et il se trouve que j'ai tellement adoré que voilà, j'ai décidé de sauter le pas et d'aller vers cette zone d'inconfort qui est de se remettre en question professionnellement parlant et de réussir à être beaucoup plus au clair avec ses aspirations profondes et d'être dans un alignement et dans une cohérence. Et donc, tranquillement, j'ai été moi-même dans une transition professionnelle, de carrière, comme j'aime à l'appeler, sachant que je précise, donc voilà, c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à sauter le pas vers cette profession qui est vraiment un métier passion. Je précise que dans mon ancien travail, j'étais donc, comme je le disais, juriste, mais vraiment en lien avec un public vulnérable. Donc, j'ai quand même eu beaucoup à faire à la souffrance humaine via les récits des personnes avec qui j'étais en lien. Donc, ce n'était pas non plus étranger pour moi d'être dans une démarche d'accompagnement de l'autre. Oui. Maintenant, pourquoi? Donc, le coaching, très clairement, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental et qui me permet… Le méditation, c'est vraiment quelque chose qui est en lien pour plus… Voilà, ralentir, voilà, être vraiment en conscience de soi et conscience des autres. Et le coaching, c'est le passage à l'action parce qu'il est hyper important de ralentir, hyper important d'être dans des prises de conscience véritables. Mais s'il n'y a que de la prise de conscience et qu'il n'y a pas de passage à l'action, on ne change pas sa réalité. Et donc, j'aime vraiment associer le coaching et la méditation dans mes accompagnements pour allier la prise de conscience voilà, nécessaire et le passage à l'action qui sont vraiment, pour moi, c'est vraiment très complémentaire. Et la transition de vie ou de carrière, pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été du coup, comme je le disais, en transition de carrière, mais ce n'est pas tellement lié à mon histoire personnelle. C'est surtout lié au fait que la vie est une transition. Et la vie étant une transition, on est de fait tous, même si on n'est pas officiellement en transition de vie ou de carrière, on est de fait en transition. Le simple fait d'être né et d'aller à la maternelle, c'est une transition, c'est une étape. La simple fait après, par exemple, d'avoir… je ne sais pas, de choisir tel lycée ou telle spécialité quand on est au lycée. Moi, je vais faire SES et L. Bon, j'ai choisi S. Waouh, qu'est-ce que je me suis posé comme question parce que je pensais que ça allait avoir un impact absolument incroyable dans ma vie. Donc, tout ça, c'est des transitions. Les transitions sont liées au fait d'être humain et d'être sur cette terre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je comprends pourquoi
on s'est réunis, on s'est rencontrés, puisque effectivement, dans la sagesse chinoise que j'applique avec le Feng Shui et le décodage de thèmes de vie, il y a en amont cette idée que le monde est changement. Tout à fait. Voilà, le monde est énergie et l'énergie n'est absolument pas statique. Tout à fait. On est toujours dans un changement permanent et finalement, ce qui fait souffrir et ce qui fait peur, c'est la résistance au changement. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, nous, voilà, on est là pour vous accompagner dans un mouvement qui est en fait naturel. Le mouvement naturel de la vie, c'est de toujours rester en mouvement, c'est d'embrasser la vie telle qu'elle change et de ne pas avoir peur de ça, puisque ça fait partie de notre nature. Donc, je pense que sur ça, on est tout à fait en phase. Donc, est-ce que tu peux préciser peut-être ta définition du coup de la transition de vie ou de carrière? Pourquoi tu inclus carrière? Alors déjà, je vais définir le mot transition. Ouais. Et après, j'expliquerai pourquoi j'inclus le mot carrière. Ouais. La transition, comme tu l'as vraiment merveilleusement dit, c'est inhérent à la vie elle-même. Et la vie est vraiment changement, il n'y a rien de permanent. Exactement. Donc, ce qui est vraiment hyper chouette par rapport à cette, voilà, qui est une réalité, c'est que les souffrances ne sont pas permanentes. Les joies non plus, malheureusement, mais les souffrances ne sont pas permanentes. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se rappeler qu'en un moment de difficulté quand même assez extrême, parce que la vie n'est pas non plus toujours tout merveilleux, de se rappeler qu'eh bien, ce n'est pas permanent. Et que ça aussi, ça passera. En revanche, pour rapport à la transition, je suis tout à fait d'accord sur le fait que bien, ce qui le fait le plus souffrir, c'est d'être en résistance. Et plus on est en résistance de quelque chose, plus ça persiste. Ça, c'est aussi très important de se le rappeler. En revanche, la transition n'est pas simplement d'accueillir un élan de vie et n'est pas simplement d'accueillir et de s'ouvrir à une nouvelle étape de sa vie ou un nouveau... une nouvelle période en fait, c'est aussi de faire le deuil. Et c'est en ça aussi que c'est pas si aisé, c'est qu'il y a évidemment la peur du changement, etc. Parce qu'il y a parfois la peur de se demander, et en fait il y a la peur de plein de choses, la peur de réussir qui est beaucoup plus prégnante que la peur de rater en fait, de l'échec. La peur en fait de se découvrir dans des facettes d'obscurité, parce que quand on passe des transitions de vie, ça se fait pas forcément de manière si fluide et naturelle, même si ça devrait, hein, mais c'est pas comme ça que ça se passe pour tout le monde, j'entends, hein. Et évidemment, et pour certaines personnes c'est très naturel, pour certaines transitions de vie c'est très naturel, et pour d'autres ça l'est moins. Tant par rapport aux personnes, aux individus qu'aux transitions elles-mêmes, puisque comme je disais, la vie est transition, donc il y a des transitions tout le temps. Et donc du coup, on peut avoir peur aussi de se découvrir soi. Parce que quand on se découvre soi, on découvre nos forces, parfois on est apeuré par la puissance d'être, et se demander ce qu'on va faire de cette force et de cette puissance. Et parfois, on découvre, enfin, c'est pas et parfois, on découvre aussi voilà, toutes ces parts d'obscurité qui ne sont pas forcément aimables, mais qui sont à aimer. Oui. Et donc, du coup, c'est vraiment, voilà, ça peut être aussi lié à la peur de se connaître soi. Mais aussi, et j'insiste énormément là-dessus, c'est le deuil. La transition est une étape de deuil. Donc, j'envisage beaucoup la transition comme un deuil de plein de choses. Deuil de ce qui était, parce que quand on rentre dans une transition, forcément, on quitte quelque chose d'autre. Et ce n'est pas si naturel de faire le deuil d'une étape d'avant, parce que la transition de vie, je suis vraiment... Voilà, c'est peut-être un élément qu'on a déclenché soi-même parce qu'on avait envie de, style reconversion professionnelle, ou autre, hein, je veux dire, là, puisqu'on est plus dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose dont on n'a absolument pas envie. Oui.
Et quand on n'en a absolument pas envie, ça nous arrive dessus et voilà, c'est quand même un bouleversement. Donc, qu'on l'ait choisi, qu'on ne l'ait pas choisi, la transition est là. Et il faut être dans une démarche de se dire, bah, elle est là en fait, et ne pas la fuir. Mais quoi qu'il advienne, qu'on ait eu envie ou qu'on n'ait pas eu envie de vivre cette transition, il y a nécessairement des deuils à faire parce que la vie d'avant n'est plus la même que la vie d'aujourd'hui ou que la vie d'après. Et le deuil n'est pas si aisé à faire. Parce qu'il y a un deuil de plein de choses. Le deuil de la vie d'avant, le deuil de ce qu'on aurait voulu avoir et qu'on n'est pas forcément dans la direction qu'on aurait souhaité avec nos petits rêves d'enfant. Donc, le deuil des attentes, le deuil du dû aussi, que telle personne nous doit ça et en fait, non, personne ne nous doit rien si ce n'est le respect. Donc, le deuil du dû. Le deuil du regard des autres, parce que parfois, c'est des chemins de vie qui sont empruntés et qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec le conditionnement familial ou sociétal. Et donc, le regard des autres change sur soi. Et donc, il y a aussi le deuil de ça. Et il y a aussi, comme je le disais, le deuil de, on avait l'impression d'être très fort, très, je sais pas, et d'un coup, on se monte dans une vulnérabilité. Donc aussi, d'être en lien avec ces faces obscures, c'est aussi faire le deuil de ce qu'on imaginait sur soi. Oui. Il y a un mélange de deuil à faire qui est assez Je dis bien que tous ces deuils-là sont à faire. Il y en a qui le font naturellement. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés et c'est tout à fait normal. Qu'on le vive moins bien ou qu'on le vive bien ou mieux, tout ça est normal. Toutes les réactions sont légitimes. Et c'est très important de se rendre compte qu'on peut être à un moment T ouvert à la transition de vie et à un moment autre moins ouvert. Et donc, on est plus en résistance parce que les transitions en elles-mêmes, les étapes en elles-mêmes ne sont pas forcément les mêmes et n'ont pas forcément le même impact ensuite. Et aussi parce que nous, à un moment T, on est plus vulnérable ou moins vulnérable. Je réponds à la deuxième question liée à très clair. la transition de vie ou de carrière. Oui. Alors, la transition de vie, c'est plus tout ce qui est en lien avec les… Évidemment, les deux sont liés. Hein. Quand on est dans une transition de vie, probablement que ça va impacter la carrière. Et quand on est dans une transition de carrière, probablement que ça va impacter la vie. Mais je fais le distinguo parce que c'est plus la vie liée à l'intime, tout ce qui est lié au personnel, voilà, et le carrière liée au professionnel. Donc, je fais vraiment ce distinguo-là et je vais prendre par exemple l'exemple d'une entreprise qui elle-même vit sa propre transition et qui est en transition constante, type des fusions-acquisitions, ça pourrait être le licenciement de personnes, ça pourrait être le fait de trouver des nouveaux agents. Donc forcément, ou alors par exemple, j'imagine campagne publicitaire d'ampleur et on ne pensait pas, entrer en bourse, que ça soit réussite ou pas, eh bien c'est l'entreprise elle-même est en vie, donc il y a des transitions inéluctables. Et la transition de carrière dans une entreprise qui est elle-même en vie, c'est les agents qui, eux, les agents, les employés, les dirigeants, qui, eux, par exemple, ont un nouveau poste, ont une mutation, et donc, eux, vivent une transition de carrière à titre personnel dans un environnement où il y a une transition de vie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton point de vue. Est-ce que tu humanises en fait l'entreprise? L'entreprise elle-même vit ses propres transitions, a aussi sa transition de carrière. J'aime beaucoup cette idée d'humaniser l'entreprise. C'est aussi comme ça que j'envisage les choses à travers le Feng Shui. Le Feng Shui, c'est être en harmonie avec son espace. C'est aussi important dans son espace de vie et c'est aussi important dans les locaux d'une entreprise. Tout à fait. Ça fait partie des fondements de l'ADN de l'entreprise, dans sa manière d'investir un espace. Est-ce que l'espace est trop petit? Est-ce qu'il est trop grand? Comment on a dispatché les services entre eux? Quel confort
on met dans les lieux de travail, tout ça participe à l'ADN de l'entreprise, participe à la bonne énergie des agents, comme tu disais, et participe effectivement à la transition que vit continuellement une entreprise. Donc, une entreprise a ses propres locaux, on appelle ça maison mère, c'est une maison aussi. C'est une maison aussi. Et les règles de circulation, voilà, de l'énergie, les règles de confort, de bien-être et de stimulation, hein, de l'intelligence à la fois personnelle et collective dans l'entreprise, on le travaille également dans l'efficacité des lieux de travail. Et ce, pour la même raison que toi, c'est qu'une entreprise est une entité vivante. Tout à fait. Voilà, qui vit ces transitions, qui a une histoire, Tout à une fait. évolution, un futur, voilà, qui fait des plans comme tout le monde. Et donc sur ça, je te rejoins aussi tout à fait dans ta vision de l'entreprise. Donc c'est super. Est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu as peut-être des anecdotes à nous partager qui te plaisent dans tes accompagnements? Alors, ce que j'apprécie beaucoup, quel que soit le type de transition par rapport à mes accompagnements, quel que soit le type de transition, par exemple, je pense à une coachée qui, elle, était venue me voir pour préparer en fait son départ à la retraite. Qui est forcément une transition, alors là pour le coup de vie et de carrière, et parce que oui, ça touche vraiment l'intime et c'est la fin de la carrière et donc le sens en soi, c'est que, alors c'est pas une anecdote, mais en fait c'est une prise de conscience que j'ai moi-même pu faire, parce que grâce à mes coachs, en fait, je prends aussi pas mal de prise de conscience, et donc voilà, c'est vraiment un échange, enfin c'est pas un échange dans le sens où je suis absolument là pour mes coachés, et mes coachés ne sont absolument pas là pour moi, bien entendu, mais grâce à eux, j'évolue aussi et je fais des prises de conscience. C'est que en fait, quelle que soit la transition vécue, il y a un changement d'identité. Et ça touche vraiment l'identité. C'est qui je suis. Par rapport à cette personne-là, là, c'était notable, c'était, du coup, je perds en fait, quel va être mon sens en tant que, c'était une femme, en tant que femme citoyenne, quel va être mon sens, mon utilité par rapport à la société. Et elle, du coup, en tant que, elle était dans le mode actif, dans un monde actif professionnel, et d'un coup, elle envisageait le non actif professionnel, puisque c'était la préparation au départ à la retraite. Et ce qui était très bouleversant pour elle, c'était identitairement parlant, qui je suis. Et quelque chose qui rejoint beaucoup les personnes qui sont en transition de vie, c'est qu'au fur et à mesure, et donc c'est merveilleux, hein, parce que de réussir d'aider, en fait, je trouve ça merveilleux d'aider les personnes à réaliser qui elles sont à un moment T. Parce qu'on est ce qu'on est et demain, on sera quelqu'un d'autre, bien sûr. Et voilà, de réaliser ça, c'est absolument merveilleux. Et donc, du coup, de réussir à avoir cette identité profonde, cette sécurité profonde. Tout à fait. Ils ne sont pas liés à je suis en activité, je ne suis pas en activité, je suis en couple, je ne suis pas en couple, je suis par exemple dans un espace, reprenons, voilà, je suis dans un espace de vie qui me convienne ou pas. C'est quel que soit l'extérieur, d'être assez ancré et assez présent à soi, suffisamment présent à soi pour savoir qui on est et ce vers quoi on tend à être si la réalité présente n'est pas satisfaisante. Et donc, du coup, la transition de vie aussi, parfois les gens viennent à moi, c'est merveilleux, pour des thématiques qui ne sont pas forcément liées à la transition de vie. Ça, j'ai une coachée merveilleuse qui était liée
si c'était une transition de carrière dans le sens où elle était en poste nouvellement en tant que manager, il avait rencontré des difficultés dans son équipe qu'elle devait manager. Donc voilà, plus travailler sa posture nouvelle en fait de manager et au conflit assez palpable et tension assez palpable de l'équipe qu'elle devait manager. Et en fait, on est arrivé à une transition de carrière. C'est ça qui est merveilleux. C'est que, en fait, et donc du coup, elle a démissionné. Elle a après créé son entreprise alors qu'elle n'était pas du tout venue pour ça. Et je trouve ça très chouette, en fait, d'être dans une démarche de transition, enfin de déclencher la transition parce qu'on est beaucoup plus en phase avec sa propre identité et de fait beaucoup plus aligné, beaucoup plus à sa place et beaucoup plus, comment dirais-je, dépollué du conditionnement quel qu'il soit. Magnifique. Je trouve ça, voilà, je trouve ça toujours merveilleux quand les gens qui viennent à moi se découvrent et découvrent leurs ailes pour déployer leurs ailes. Oui. Donc, ce n'est pas une anecdote en soi, Soka, mais c'est vraiment la merveille de la richesse humaine et du déploiement de la richesse humaine. Superbe, magnifique. Et toi, Soka? Moi, quoi? Est-ce que dans tes accompagnements, je te repose la question, est-ce que dans tes accompagnements, pardon, tu as des anecdotes qui peuvent être plus en lien avec du coup la transition de vie ou de carrière? En fait, les personnes viennent me voir alors qu'elles sont en transition. Alors, déjà, comme tu l'as très bien dit, nous sommes toujours en transition. Tout à fait. Et dès lors qu'on fait appel à un accompagnant, que ce soit toi, moi ou toutes les deux, why not? On est dans une démarche de transition déjà, de toute façon. C'est qu'il y a quelque chose, on voit bien qu'on a envie de passer à autre chose, mais on a besoin d'aide. Et donc, notre rôle, effectivement, c'est d'éclairer en fait ce qui appartient à la personne, quelles sont toutes ses forces. Tout à fait. Quelle est son histoire? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qu'est-ce qui lui appartient et qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Tout à fait. Donc en fait, c'est un travail de décodage en fait que je fais où je remets en fait les choses à leur place. Et donc je remets la personne au centre avec toutes ses forces. Tout à fait. En sachant que elle prend conscience de ses forces en elle-même. Donc là, on travaille son thème chemin de vie. Et avec le Feng Shui, elle prend aussi conscience des forces extérieures qui existent pour l'aider. En fait, pour l'aider. Tu voudrais bien nous en dire plus à ce sujet? Et oui, en fait, nous ne sommes pas, tout ne nous revient pas à nous tout seuls, en fait. Dans la vie, nous faisons partie d'un tout. Donc, l'être humain, en réalité, est relié à la Terre, à l'énergie de la Terre. Elle est reliée à l'énergie du temps aussi. Le temporel, on a un timing personnel. Donc, la maison qu'on a choisie vient nous aider à impulser quelque chose de nouveau dans notre vie et c'est ça que je viens de décoder. Et en même temps, je vous aide à décoder votre timing personnel, à savoir, aujourd'hui, par exemple, en 2021, qu'est-ce qui est le plus propice de travailler pour vous, parce que l'énergie du temps de 2021 vous aide dans ça. Donc, ça permet de faire un petit peu sa stratégie d'évolution en connaissance des forces alliées qui font partie de nous. En fait, nous sommes liés, nous sommes des êtres humains, nous sommes connectés entièrement à la nature humaine, à la nature même animale, pour ceux qui font de la communication animale aussi. Nous sommes des énergies en interconnexion tout le temps. Et le fait de travailler son chemin de vie en bas de travailler son timing personnel et de travailler son espace de vie, ça vous permet de décupler en fait vos forces dans le nouveau départ que vous voulez vous donner et en même temps d'éclairer
où sont vos forces, quelles sont les forces de la maison, quelles sont les forces du timing, quelles sont les forces des croyances limitantes qui ne vous appartiennent pas du tout. On fait tous, on remet voilà, chacun à sa place et on prend ce dont on a besoin pour y aller et avec pleine conscience de qui on est. Donc, quand tu dis voilà, déployer ses ailes, c'est exactement ça. Le travail du chemin de vie permet d'ouvrir ses ailes, tandis que le travail en Feng Shui, en fait, permet de s'accorder son propre territoire, de s'accorder le territoire qu'on mérite pour justement nous déployer. Et très souvent, quand on travaille avec moi et qu'on a déployé ses ailes, on me dit j'ai besoin de plus grand là. C'est trop petit chez moi. Donc ça va tout à fait en miroir. Oui. Voilà, quand on a besoin de prendre plus d'espace parce qu'on s'est donné cet espace et qu'on se dit voilà, c'est ça que je veux faire, et bien naturellement, son espace devient trop petit puisque l'espace actuel correspond à la vie d'avant. Donc, moi, je ne vous dis pas de déménager hein, quand vous venez me voir. Mais du coup, on a plus conscience de ce qu'on peut faire déjà de génial. On prend conscience du nouveau départ qu'on peut déjà avoir avec la maison présente. Et ensuite, de toute façon, les choses se feront naturellement. Le besoin de déménager ou pas dans 2 ans ou dans 5 ans, ce sera naturel. Mais déjà, de toute façon, même dans l'espace où on est, on peut ouvrir les choses. On ne se rend pas compte, mais je pense qu'on peut jeter 75% de nos affaires qu'il y a dans la maison. Rien que comme ça, on ouvre les choses. On se donne de l'espace à nous et on donne moins d'espace à ce qui ne nous appartient pas, à ce qui nous encombre et ce qui nous empêche de voir clair. Donc voilà, on débroussaille le chemin avec le Feng Shui. On vous donne les ailes pour un nouveau départ. C'est la même chose que toi. Oui, c'est la même chose que moi, mais c'est juste aussi très complémentaire en fait. Ouais. Parce que même si je te rejoins, mais complètement sur tout ce que tu dis, et je te rejoins complètement sur le fait que les choses vont se faire naturellement, le coaching est quand même là, et donc c'est vraiment ce qui distingue le coaching de la méditation, hein. C'est que le coaching est quand même là pour du passage à l'action. Oui, parce que, tout à fait. Je précise, parce que d'accord avec toi. Cette croyance un peu répandue que je me suis j'ai changé mes croyances limitantes et en soi, c'est absolument nécessaire, hein. Mais je me suis un peu purifiée de tout ce qui ne m'appartenait pas. C'est ça. Et je souhaite aller dans telle direction. Mais si je ne fais rien pour aller dans cette direction, même si je me suis purifiée du conditionnement sociétal, familial, voire même transgénérationnel, hein, si je ne fais rien pour aller dans cette direction, et si par exemple aller dans cette direction signifie déménager, ou si ça signifie entamer une nouvelle formation, ou si ça signifie quitter quelqu'un. Voilà. S'il y a un acte fondateur qui est nécessaire pour sauter le pas et aller vers cette zone du désiré et qui peut être malgré tout inconfortable, hein, eh bien, si on ne saute pas le pas et qu'on ne fait pas ces passages à l'action, il ne se passera rien. Voilà, on est d'accord. Il ne se passera rien. On est d'accord. Et quand même là, c'est comme par exemple, on veut déménager, mais on ne veut pas faire ses cartons. Les cartons, ils ne vont pas se faire tout seuls, hein. On est d'accord. Tout seul, il faut appeler la personne pour qu'elle le fasse, vous voyez. Donc, il y a quand même un passage à l'action qui, à un moment donné, est inéluctable. On est d'accord. En revanche, pas dans la douceur. Comment? Et pas dans la lutte. Ah oui, bien sûr. Le côté c'est toujours dans le respect de l'autre. Hein. Et oui, quand je dis de l'autre, c'est de justement la personne qu'on accompagne. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, elle a son propre rythme. Hein. Ça, il n'y a pas de... Tout est OK. Parce que de toute façon, la vie, elle est juste. Exact. Tout est parfait. Voilà. Donc, nous, on est là pour vous donner
Bah, pour vous aider à passer la transition de façon plus fluide que tout seul, où on se sent accablé par tellement de choses qu'on ne voit même pas ce Tout qu'on à peut fait. faire. Donc déjà, ce travail de débroussailler, d'enlever les mauvaises herbes et tout ça, donc déjà, ça nous allège. Voilà, ça allège les accompagner, hein, clairement. Pour le passage à l'action, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, de toute façon, c'est pour ça qu'on se contacte, parce que je sais que voilà, la coach, c'est alors là, t'as pas le but, c'est ça, c'est de passer à l'action, sinon, c'est pas une coach. C'est ce qui vraiment fait la spécificité de Voilà, exactement. Avec le Feng Shui, on a un début. En fait, on a un début de passage à l'action, puisque mine de rien, en fait, quand on change les choses dans son intérieur, on est déjà dans une action, tout à fait, mais tout à fait. change notre énergie. Et de fait, bah, ça change notre énergie, donc on ne va pas rester comme ça. On va avoir besoin de mettre en place des actions qui correspondent à ce changement d'énergie. Tout à Et fait. après, c'est plus toi la spécialiste si la personne a besoin d'être accompagnée vraiment dans les actions qui sont les plus justes pour elle. Tout à fait. Voilà. Parce que alors ça, je te remercie de rebondir sur les actions les plus justes pour elle, enfin à savoir la personne accompagnée, parce que je voulais quand même parler de ça parce qu'en fait, comment dirais-je, défini la transition de vie et la transition de carrière, mais on n'a pas défini le coaching. Donc, Oui, je sais quand même, allons-y. je sais quand même définir le coaching, même si voilà, j'ai quand même parlé du passage à l'action, j'ai assez défini en fait la méditation aussi. Je trouve ça assez important de définir parce que comme ça, on sait si on parle ou pas de la même chose. Exactement. Le coaching que je pratique. Oui, Il y a deux types de coaching. Il y a le coaching de branches, disons. Il y a tout un tas de coaching, mais il y a deux branches, deux philosophies différentes du coaching. Et dans ces philosophies différentes, il y a des spécialités. Donc là, c'est transition de vie ou de carrière. D'autres feraient tout un tas d'autres choses. Mais je souhaite définir en fait ces deux doctrines de coaching. Il y a le coaching dit de performance et le coaching dit humaniste. Le coaching de performance que je ne pratique pas, je vais l'expliquer. Et après, je vais rentrer plus en détail sur le coaching humaniste que je pratique. Le coaching de performance, c'est ça. Une personne a un problème, quel qu'il soit, et elle a un objectif. Donc, elle sait où elle veut aller. Type, alors ça n'a rien à voir avec la transition de vie de carrière, mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Donc une personne est en surpoids ou pas d'ailleurs et souhaite perdre des kilos. Donc ça c'est la réalité et c'est l'objectif, l'état désiré. Le coaching de performance va trouver, avec la personne à accompagner, bien sûr, c'est une alliance, vont trouver ensemble toutes les actions à mener pour que la personne perde du poids. Donc, c'est, par exemple, voir un nutritionniste, faire de l'exercice sportif. Bon, je ne suis absolument pas spécialiste du coaching et l'amincissement, mais voilà, c'est ce qui me vient. Donc, il y a un objectif, il y a un objectif ici, la personne, elle fait ça. oui. Mais on ne va pas voir tout ce qu'il y a au fond. Oui. C'est-à-dire pourquoi la personne qui peut-être n'est pas en surpoids a l'impression d'être en surpoids. Il y a des personnes comme ça. Estime de soi. Pourquoi la personne est en vérité en surpoids? S'il y a des raisons médicales, évidemment, le coaching n'est absolument pas approprié. Hein. Ça, Mais la personne peut être en surpoids qui n'est absolument rien à voir avec des raisons médicales. Et pourquoi elle est en surpoids? Pourquoi elle utilise la nourriture comme, disons, une manière de se rassurer elle? Je ne sais pas. Ça serait à travailler. C'est ça, en fait. On va, dans ces cas-là, dans les tréfonds de la personne et on arrive à l'état désiré. Donc, évidemment, le parcours est plus long. Oui. Évidemment, le parcours est plus long, mais le parcours est beaucoup plus respectueux de la personne, respectueuse de son identité. Je ne prends pas la personne, bon, elle veut du perte de poids, bon, moi, je vais à fond, clink, et on va perdre du poids ensemble. Non. Tout à fait. On va être dans une démarche de respect de soi. Peut-être qu'on va se rendre compte ensemble
que la personne n'a pas besoin de changer de taille ou de perdre du poids, qu'elle a juste besoin d'avoir un regard plus doux sur soi, peut-être de mettre fin à une relation toxique qui la dévalorise et qui lui fait croire qu'elle a besoin de perdre du poids. Voilà. C'est se trouver le temps et de travailler aussi sur son écologie. L'écologie, c'est l'environnement personnel. Et de travailler sur l'estime de soi pour ce cas particulier. Et après, arriver à l'état désiré qui est au final pas besoin de perdre du poids, juste accepter comme on est, ou alors besoin de perdre du poids et de trouver pourquoi la nourriture compense quoi en fait. Et d'aller travailler ce besoin qui est compensé par la nourriture. Génial. Donc, pardon? Génial. Donc ça, c'est vraiment le coaching que moi, je pratique. C'est le coaching pour lequel moi-même, j'ai été formée. D'accord, ok. Et moi, je ne suis absolument pas formée au coaching de performance. Je suis vraiment formée au coaching dit humaniste. D'accord. Et du coup, dans ce coaching dit humaniste, ça prend beaucoup plus de temps. Après, le coaching, c'est une période limitée. On ne part pas en thérapie type psychanalytique, etc. C'est un temps limité. Mais ça prend de fait plus de temps. Et là, c'est là où je rejoins beaucoup le respect. C'est beaucoup plus respectueux du rythme de la personne. C'est beaucoup plus respectueux des émotions. Parce que si on va, allez, vas-y, fonce. Oui, mais si là, tu es en moment de panique, il faut prendre le temps de gérer la panique. C'est beaucoup plus respectueuse du rythme, des émotions, de l'identité, travailler l'identité et d'être en lien avec ça. C'est pas genre, allez, je me réveille un matin, je suis Wonder Woman. Non, bah non, si tu crois pas que tu es Wonder Woman, il va falloir travailler sur tes croyances et pourquoi tu crois que tu n'es pas Wonder Woman. Donc voilà, c'est un travail beaucoup plus en profondeur et du coup, c'est beaucoup plus réjouissant pour moi, bien sûr. Et pour l'autre aussi, j'imagine, parce qu'elles se sont respectées. Au niveau Alors voilà, alors après, évidemment, le coaching, et je présume que c'est la même chose pour toi, comme on va dans les tréfonds, il y a des périodes qui ne sont pas funky, hein, mais ça fait partie du processus. Et je suis là pour vraiment accompagner ça et accompagner ces prises de conscience qui peuvent être assez waouh, mon Dieu, et accompagner les émotions qui surviennent, accompagner ce passage qui est identitaire, ce changement d'identité, c'est assez fondamental. Hein. Et donc, je considère et je vois en fait la transition comme un moyen d'évolution personnelle pour son passage identitaire. Tout à fait, magnifique, très beau. Donc oui, effectivement, je suis dans le même esprit et je suis sur des accompagnements qui sont sur la durée. Donc avec moi, on ne fait pas du feng shui, je fais une analyse, je la rends au revoir. Il y a tout un accompagnement de la personne pour que justement elle y voit clair dans ce qu'elle vit et dans ce qui est autour d'elle, dans ce qu'elle peut faire. Et comme tu parlais de deuil, oui. Je t'ai laissé parler tout à l'heure, mais c'est très, très, très juste. C'est très, très bien que tu aies parlé de ça. Donc, moi, j'avais parlé du mouvement de la vie, mais effectivement, dans le mouvement de la vie, tout est yin-yang. Il n'y a pas une seule direction. Yin-yang, c'est aussi la vie et la mort. Donc, il y a quelque chose, de toute façon, pour avancer, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Donc, ça c'est toujours vrai. Et en fait, notre rôle, c'est d'accompagner sur le fait que c'est OK. Ce qu'on laisse, c'est pas une tare. En fait. C'est ce qu'on laisse derrière soi, c'est quelque chose qu'on a pris le temps déjà d'aimer, de mettre en lumière et d'aimer. Parce que souvent, ce qu'on a derrière soi, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc, dès qu'on l'a mis en lumière, qu'on l'a aimé et qu'on a dit bah, c'est OK, maintenant, tu as joué ton rôle dans ma vie et je t'en suis reconnaissante. Et maintenant, je pars, et grâce à toi, voilà, je peux partir sur autre chose. Voilà, c'est sur ça qu'on accompagne. Et effectivement, ça prend un petit peu de temps. Donc, quand on fait du feng shui avec moi, on est plutôt sur plusieurs mois. Et du coup, je voulais te demander, c'est à peu près combien de temps tes accompagnements, si tu peux peut-être donner un exemple Oui, bien sûr. Alors, ça dépend de la personne.
Ça dépend de la problématique, parce que transition de carrière, eh ben, il peut y avoir type reconversion professionnelle, comme on l'a dit, mais il peut y avoir quelque chose de plus, enfin, bon, ça dépend vraiment de la personne et de la problématique. Et aussi, ça dépend aussi de l'écologie de la personne. Bien sûr. Parce que l'écologie a quand même, ça a quand même son importance. Mais ça va grosso modo de 8 à 12 séances. Donc parfois moins, parfois plus. Tous les combien? Alors, ça dépend du rythme de chacun. Alors moi, j'impose rien. Parce que je souhaite vraiment que la personne soit... le but du coaching, c'est quand même que la personne soit autonome à la fin. Bien sûr. Donc, ce n'est pas une volonté de « waouh, c'est moi qui mène les rênes ». Donc, la personne impose son rythme. L'idée n'est évidemment pas faire ça une fois tous les 6 mois, hein, mais c'est, disons, entre 15 jours, 3 semaines. Certaines préfèrent une semaine, toutes les semaines. D'autres personnes préfèrent tous les mois. Ça dépend de chaque individu. D'accord. Mais idéalement, si c'était moi, si tu me demandais moi, je pense qu'une fois tous les 15 jours, c'est un bon rythme. Ouais. Oui, parce qu'on ne perd pas ce qu'on s'était dit. Tout à fait. Et comme il y a aussi le passage à l'action. Exactement. Moi, je suggère rien. C'est-à-dire que j'amène la personne à trouver ses actions idéales pour elle. Bien sûr. Dans la mesure où une action qui marcherait pour moi n'est absolument pas efficace pour la personne. Et du coup, c'est assez drôle parce que, par exemple, je pense à la personne que j'accompagnais concernant un problème de management et puis finalement reconversion professionnelle à la fin et création d'entreprise. Moi, dans mes idées et dans mes préconçus, j'étais là, mais non, il ne faut pas qu'elle le fasse. Mais il faut que je sois... c'était par rapport à mon conditionnement personnel. Et je suis alors dans une dynamique importante de la supervision pour moi. Je suis dans une dynamique de déconditionnement. De ne pas me projeter. Sa vie à elle n'est pas ma vie à moi. Mais mon conditionnement personnel que je purifie au fur et à mesure, c'est un travail d'une vie bien sûr, et son conditionnement, elle, d'où elle vient, est très différent. Donc en fait, pour elle, ça marche. Pour moi, je sais que ça ne doit absolument pas marcher. Et donc, du coup, c'est par rapport aux circonstances qu'elle m'a décrites et son environnement. Moi, je sais que ça n'aurait pas marché. Et donc, je suis là pour l'amener à agir selon son rythme, selon son respect d'elle-même, mais aussi selon ce qui marche pour elle, parce qu'elle est elle et je suis moi. Donc, c'est pour ça que je ne suggère rien. Je pose des questions qui amènent la personne à réaliser ce qui, en général, fonctionne le mieux pour elle. Donc, du coup, à la fin d'une séance, il y a des actions à mener que la personne a choisies, elle a choisi en lien avec ses ressources personnelles qui lui sont propres. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment de la connecter à ses ressources personnelles cachées, qu'elle ne soupçonne pas. Et donc, à se connecter, et en se connectant à ses ressources personnelles, elle choisit elle-même des actions à mener. Et donc, elle choisit, donc ça dépend de l'ampleur de l'action et du nombre d'actions à mener. Entre une séance A et une séance B, il y aura des actions à mener. Donc, c'est pour ça que si c'est trop rapproché, ça ne laisse pas forcément la personne le temps nécessaire pour mener ses actions et après voir ce qu'elle a réussi, ce qu'elle n'a pas réussi, faire le débrief de tout, comment elle s'est sentie. Parce que parfois, c'est des sorties de zone de confort si immenses qu'on ne se sent pas waouh, très bien. C'est pour ça que c'est important d'aller à son rythme et ne pas créer un blocage avec la volonté d'aller trop vite. Oui. Parfait. Je ne sais pas pour toi, donc c'est plusieurs mois. C'est combien de séances pour toi? C'est comme tu dis, donc ça dépend de la personne. Ça dépend du lieu. Alors, si on parle du feng shui, ça dépend du contexte. Il y a des fois, il y a des contextes un peu transgénérationnels aussi à regarder. Mais on est sur un minimum de 4 séances. De 4 séances. Donc, une fois par mois ou qu'est-ce que En fait, c'est 4 séances où on fait un point plus spécifique pour avancer. Oui. Mais durant entre les 4 séances, de toute façon, je reste disponible
Oui, bien sûr. Voilà, pour les questions autour et entre séances. Et après, pour l'accompagnement, en général, sur 3 mois, ça se fait assez bien. Et après, je reste disponible quand même pour la suite. Pourquoi? Parce que les modifications qu'on fait chez soi, ça se fait pas forcément du jour au lendemain. Donc, je peux Tout à très fait. bien, voilà, tout simplement, si ça prend 4 ou 5 mois je dis n'importe quoi, d'aller chercher une autre armoire, peu importe, ou de changer une fenêtre ou des choses comme ça, évidemment que je suis disponible pour aider à valider ça. Mais le corps des 4 séances qu'on fait, c'est vraiment pour bien comprendre où on en est en fait. Mhm. Où on en est, qui on est, qu'est-ce que cette maison vient faire, pourquoi à ce moment de notre vie. Et ensuite de prendre conscience des, euh, des aménagements que je vais proposer. Ce n'est pas des ordres que je donne, Oui, bien sûr. c'est de vraiment comprendre quelle est l'utilité de ce que je propose. Si la personne n'a pas envie de faire ça tout de suite, bah, c'est OK aussi. Donc, on Mhm. définit en plus de l'ordre dans lequel on fait les choses. Et dans ces suivis-là, dans ces 4 séances, on ajuste. Voilà. D'accord. On a juste vu qu'au niveau énergétique, il peut se passer des grosses prises de conscience, genre des mémoires de famille, des secrets de famille qui arrivent comme ça en plein milieu. Bah, on est obligé on va traiter ça, on va arrêter un petit peu le feng shui là pour traiter le point en question. Et ensuite, voilà, le temps de bien intégrer les nouvelles informations qui sont arrivées. Voilà, on continue sur le feng shui dès qu'on peut. Mais ça, voilà, c'est vraiment tout ça. Et j'ai une question à te poser. Tu parlais par exemple d'un gros secret de famille qui arrive comme ça au cours de l'accompagnement. Mm. Est-ce que toi, c'est toi qui fait, qui amène la personne à prendre conscience d'un secret de famille ou tu donnais cet En fait, exemple? je donne. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais donner une solution de correction énergétique, que la personne va la poser, déjà, c'est un par un. C'est pas, on ne fait pas les 10 en même temps. On Mhm. choisit, on priorise on commence par quoi? Par quel Mhm. sujet déjà? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est prospérité? Est-ce que ça peut être santé? Et dans tout ce que ça peut englober, motivation, enfin plein de choses. Mhm. Et en fonction de ce qui a été posé, ça c'est moi qui fais le lien entre ce qui a été posé et l'événement qui est arrivé. D'accord. Et dans ce cas-là, on décide ce qu'on fait. D'accord. Souvent, en fait, il faut doser. Il y a toute une question de ce qui enfin, entre guillemets, difficile en feng shui, c'est que c'est le dosage en fait de la correction qu'on fait. D'accord. Donc, ça peut arriver que si je dis si je propose qu'on mette l'énergie du feu à tel endroit, il se peut que la personne en ait trop mis et que du coup, ça fasse un peu il y a des choses qui tombent comme ça, un peu violent. Donc, on ajuste en fait. D'accord. Donc, si tu proposes l'énergie du feu, c'est ça qui, si j'ai bien compris, c'est ça qui pourrait éventuellement déclencher une prise de conscience plus... Oui, oui, parce que comme ça change l'énergie, ça réajuste en fait en soi et dans l'univers certaines choses. Donc, ce qui était bloqué quelque part dans son arbre généalogique ou quoi que ce soit, hein, va ressortir. D'accord. Hmm. Intéressant. Ouais, Donc, effectivement, c'est aussi important qu'il y ait un suivi complètement. émotionnel et qu'il y ait un Exactement. suivi parce que ça peut être des Ouais. les secrets de famille. Alors là, c'est à titre, je propose pas tout ça dans mes accompagnants, mais ça m'intéresse énormément le transgénérationnel. Les secrets de famille, et ça c'est en lien avec mon accompagnant, mais c'est parfois c'est le conditionnement transgénérationnel qui fait qu'on a une réalité qu'on ne comprend pas. Pourquoi on est bloqué sur tel point? Pourquoi on a une croyance qui est aussi profondément ancrée alors que on n'a pas l'impression objectivement, enfin la Ouais, croyance est émotionnellement ancrée, mais intellectuellement on comprend une autre réalité. tout Et le à fait. transgénérationnel, il y a un vrai lien, le conditionnement transgénérationnel est très important. Mais Ouais. du coup,
Donc, je suis absolument convaincue de ça. Mais du coup, forcément, des prises de conscience liées au transgénérationnel amènent nécessairement, enfin pas nécessairement, mais peut amener à des émotions, à une remise en question plus intrinsèque et peut-être même à un rejet éventuellement de l'écologie dans lequel on est. Donc, c'est pour ça que je trouve ça extrêmement important que tu proposes un accompagnement Ouais, aussi oui, c'est ça. émotionnel. Et ça sort, pour moi, c'est spécifique au Feng Shui que je pratique. Bon, voilà. D'accord. Moi, je pense que je suis reliée à ça, à ce Feng Shui-là, à un Feng Shui qui est plus, enfin, qui est dans un travail qui est transgénérationnel. Mais en même temps, c'est logique parce que quand on travaille l'énergie de la maison, Mm. on travaille le chez-soi, en fait, Tout le à qui fait. on est, il y a toute L'intimité. sa lignée, il y a toutes les maisons habitées par les autres, par les ancêtres. Mm, mm, Donc, ce qui se révèle, ce qui va se révéler dans la maison est lié à la lignée familiale. mm. Et j'ai une question. Quand tu parles, ce qui est lié enfin, ce qui va se révéler à la maison, enfin, au sein de la maison, on est bien d'accord, c'est quelle que soit la maison. C'est-à-dire même un appartement qu'on loue et pas du tout type maison familiale, hein. On est bien d'accord, hein. Oui, oui, c'est le lieu de vie. Le lieu de C'est vie le- et c'est même l'environnement de vie, hein. Donc, en Feng Shui, D'accord. tout compte. Donc, Oui, oui. voilà. Donc, si on vit dans un centre-ville, qu'il y a une église à côté et que quelqu'un vit à côté, un peu macabre, une prison à côté, bon, il y a des choses à, il y a des choses à regarder, voilà, dans l'histoire de la personne. Donc, c'est pas que le lieu de vie, c'est tout l'environnement de vie, en Feng Shui, Mm. même extérieur aussi. C'est magnifique, ça, hein. Voilà. En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime dans mon travail en Feng Shui. C'est pas juste de vous dire de mettre une plante à l'est. C'est pas du tout mon travail. C'est un Feng Shui qui est humaniste comme toi. Donc, j'utilise ce mot. C'est ce qui m'a semblé le plus juste dans ma manière de travailler. Voilà. Pour moi, c'est plus du Feng Shui humaniste. Et je vais vraiment creuser loin dans ce que dit la maison, dans l'histoire de la lignée de la personne. Mm, 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 mm. Et c'est comme C'est- ça qu'elle peut se positionner. Oui, Voilà, c'est comme ça que je l'aide à se positionner dans sa vie présente et ce qu'elle veut pour elle dans son futur. tout à fait. C'est vraiment. Je suis très charmée par ce que tu dis. Voilà. Est-ce que tu as autre chose, un message additionnel pour ceux qui nous écoutent? Message additionnel. Alors, j'ai toujours plein de messages. Mais là, ce qui me vient là, c'est pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, peu importe, enfin, ou les deux d'ailleurs, c'est vraiment de se rendre compte, c'est vraiment un message d'espérance, que le changement est inhérent à la vie. Et que si vous vous trouvez à l'heure actuelle dans un moment qui peut être un peu difficile, parce qu'en plus, on vit en ce moment, d'un point de vue planétaire, une transition de On est vie, mais d'accord. hallucinante, hein. Et donc, ça engendre nécessairement, pour certaines personnes, enfin, ça engendre nécessairement des transitions, voilà, des changements, se réinventer, être plus créatif, s'adapter. Et ça peut aussi être confrontant par rapport à des espoirs. On aurait peut-être voulu aller dans cette direction, mais la vie actuelle ne nous permet pas d'aller dans cette direction. Ou alors à des deuils, alors là, plus pas que des deuils par rapport aux espoirs ou ce que j'ai indiqué tout à l'heure, mais parfois des vrais deuils. Et c'est voilà, beaucoup plus poignant. Enfin, c'est pas plus poignant, c'est très poignant parce que tous les deuils sont poignants. Mais ce que je souhaite dire, c'est que la réalité, voilà, et le changement, pardon, la réalité, c'est que le changement est inhérent à la vie et que ça aussi, ça passera.
et d'être très… voilà, moi, je suis vraiment dans l'envie. Pour moi, c'est vraiment très important et j'essaye de me l'appliquer. Ce n'est pas tous les jours facile, je l'accorde, d'être dans la douceur et la bienveillance avec soi-même, dans l'accueil de ses émotions, quelles que soient ses émotions. Toute émotion est légitime. Et si c'est de la tristesse qui arrive, voilà, accueillir cette tristesse. Si c'est de la colère qui arrive, accueillir cette colère. Ça ne veut pas du tout dire nécessairement prendre je ne sais quelle personne et lui voilà, la taper, c'est pas du tout le problème. Hein. C'est pas du tout ce à quoi je suis en train de parler. Mais c'est d'accueillir les émotions par lesquelles on est traversé et de ne pas fuir. Oui. D'être dans une démarche d'accueil. Plus on accueille ce qui nous traverse, plus on apprend à se connaître. Plus on apprend à se connaître, plus on est connecté à ses aspirations profondes. Et plus on est connecté à ses aspirations profondes, plus on est aligné à sa place. Donc, je souhaite vraiment… je suis très touchée en fait parce que je te remercie beaucoup, Soka, de me permettre de parler de ça. C'est que parfois, on voit la transition comme soit un but à atteindre parce qu'on veut aller absolument dans cette direction, soit dans un but à ne pas atteindre parce qu'on ne veut pas du tout y aller. Et donc, on a soit des freins immenses, soit voilà, une grande envie d'y aller. Et dans les deux cas, quand on est par exemple en frein, la vie peut nous amener à ça et on n'avait pas… Voilà. Et quand on est dans un élan, la vie peut nous freiner. Il peut y avoir de la frustration. Il peut y avoir tout un tas d'émotions. Écoutez vos émotions. Vos émotions, c'est la vie. C'est vraiment un GPS de la vie. Très longtemps, enfin, il y a de nombreuses années, vous en doutez bien, j'étais très déconnectée de mes émotions. Je ne savais même pas ce que voulait dire émotion. Enfin, je savais intellectuellement ce que j'avais entendu. Mais voilà, si on me demandait comment tu te sens, je disais bien ou mal. Mais j'avais aucune idée de la subtilité intrinsèque des émotions. Je peux être à la fois triste et joyeuse, c'est une réalité. Mais dans le même moment, hein. Oui. Ou alors, dans la même journée, je peux être traversée par bon, là, je suis frustrée, là, je suis en colère, là, je suis remplie de joie, là, je suis super enthousiaste. Dans une journée entière, on est traversé par je ne veux pas dire des millions, mais on est traversé par tout un tas d'émotions. C'est comme les pensées. Ça, je le ramène beaucoup à la méditation. On pense toute la journée. Oui. Même quand on pense qu'on ne pense pas, on pense. Et la méditation est est très présente pour calmer le mental agité, mais aussi pour prendre conscience de ses pensées polluantes. Parfois, on pense toute la journée qu'on est nul, qu'on ne va pas être capable, qu'on n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est très polluant. Ça a forcément un impact important sur l'estime de soi et sur, du coup, la direction vers laquelle on veut amener, hein, vers laquelle on veut aller. Et les émotions, c'est pareil. Les émotions, d'ailleurs, les émotions peuvent être assez… voilà, une pensée peut engendrer une émotion. C'est pour ça que d'aller à la base de la pensée, c'est pas mal… voilà, c'est une bonne route. Mais l'émotion, quand elle est là, accueillez les émotions. Tout passe. Et les transitions de vie ou de carrière, ça passera aussi. C'est important de se dire aussi que ce n'est pas parce qu'on n'est pas comme ça à un moment T qu'on a loupé le coche. Complètement. Non. C'est parce qu'on n'était pas prêt à accueillir ça. Ouais. Que parfois, il y a des transitions qui sont tellement importantes qu'on n'est juste pas prêt et c'est OK. C'est OK de prendre son temps, c'est OK d'accueillir son propre rythme. Et parfois, on va aller super vite sur un truc et on se dit « Waouh, mais j'ai trop vite ». Non, c'est parce que tout est OK. On est prêt à aller dans cette direction-là. On est prêt à en prendre les responsabilités. Je précise aussi que la notion de responsabilité est très importante. Donc, le coaching est vraiment très en lien avec autonomiser la personne, la rendre autonome, mais on est responsable de sa vie. Et donc, et là, c'est tout ce qui nous arrive, on a un pouvoir pour le changer. Oui. Alors, parfois, le pouvoir n'est pas si important que ça, mais même s'il est minime, on a un petit pouvoir. Être en lien avec ce petit pouvoir-là, ça, c'est très important aussi d'en avoir conscience et de réussir ou pas
à être en lien avec ce pouvoir-là. Mais au moins d'avoir conscience qu'on a ce petit pouvoir, parfois ce grand pouvoir, parfois cet immense pouvoir d'agir. Et donc, le message que je souhaite, là j'ai beaucoup parlé là, Soka, mais le message que je souhaite vraiment transmettre aujourd'hui, c'est la transition est inhérente à la vie. On passe tous par là, vous n'êtes pas les seuls, donc sachez que c'est humain. Oui. C'est humain d'avoir peur, c'est humain d'être frustré, c'est humain de vivre des émotions et plus vous en vivez, plus vous êtes en vie. Donc moi, je dis, waouh, allez-y à fond au niveau des émotions. Qu'elles soient désagréables ou agréables, allez-y à fond. Après, prendre le temps de savoir pourquoi on vit tellement cette émotion, que ce soit la tristesse, la colère, il y a quelque chose un petit peu à aller se dire, waouh, si cette émotion revient tout le temps, c'est peut-être qu'elle veut m'amener un message et que j'ai toujours pas compris quel était le message de cette émotion. Et ensuite, de se respecter son rythme, respecter son écologie, respecter ses aspirations et être bienveillant avec soi-même, chacun son rythme. Oui. Et chacun ses possibilités. À un moment T, moi j'ai une possibilité, demain j'aurai une possibilité qui sera, je l'espère, plus importante. Et avant-hier, j'avais une possibilité qui était plus restreinte. Chacun son rythme, chacun ses possibilités et chacun son unicité, sa singularité. Donc, vous avez de toutes les façons un trésor en vous et j'espère que vous en avez de plus en plus conscience que vous avez un diamant autour à l'intérieur de vous et qui a à le mettre en exergue, le polir pour que les autres arrivent à le voir. Magnifique. Voilà. Très beau, merci beaucoup. Souhaites-tu Est-ce que moi j'ai un message? Oh, bah écoute, Clara, merci. Merci pour le message que tu transmets. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on est dans des activités qui sont complémentaires, qui ne sont pas voilà, exactement pareilles, mais qui sont complémentaires, puisque ça parle de la vie. Nous sommes au service de la vie, au service de la transition naturelle, tout en ayant conscience que ce n'est pas forcément évident, comme tu dis, que c'est humain d'en avoir peur et tout ça. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est des humaines et qu'on peut vous comprendre. Ce n'est pas une machine qui va vous dire clique voilà, au hasard sur un bouton et puis tu auras l'action que tu dois faire. Non, non, c'est un accompagnement qui est vraiment humain. Et en même temps, c'est ça qui est beau. C'est ça l'aventure humaine, hein, c'est de vivre tous les aspects de la vie et de se réconcilier avec ce qui est désagréable malgré tout, parce que ça fait partie. Et ce qui est désagréable, justement, est à notre service. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est que dès lors que ça bloque, dès lors que ça ne nous plaît pas, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a encore besoin d'être aligné. Et donc, c'est à notre service, ça nous parle. Moi aussi, je peux parler des tonnes, mais voilà, je trouve que ton message, il est très, très, très clair. Je l'approuve totalement. Je te remercie grandement pour Excuse-moi, je tiens à rajouter un petit quelque chose, juste pour terminer, que la souffrance fait partie de la vie. Oui. Et que de la souffrance naît la beauté. Voilà. De la souffrance naît la beauté. Donc, acceptons nos souffrances, acceptons de souffrir. Et grâce à ça, on arrivera encore plus à voir nos beautés intérieures et à ce que le monde arrive à voir nos beautés intérieures. Voilà. Ouais, oui. Je suis obligée de terminer par mon adage préféré. C'est un adage bouddhiste qui dit que la souffrance est un cadeau qui n'a pas encore été déballé. Tout à fait, merveilleux. J'adhère à 100% ce cas. Donc voilà, donc on n'a pas peur, on y va, 2021, même pas peur. Et même si on a peur, on y va. Ah bah oui. Ah, voilà, c'est ça. Même si on a, oui, tu as tout à fait raison. Même si on a peur, on y va. Parce que c'est un indicateur, en fait. Plus on a peur et plus, en fait, c'est là qu'on doit aller. Donc voilà, tout le monde, toutes les émotions sont nos amis. Beau message d'amour, voilà. Nous sommes tous des diamants, ça, tu as tout à fait raison.
et n'en doutez absolument pas. Et voilà, nous, on est là pour vous aider. Il y en a d'autres aussi pour vous aider. C'est pas ce qui manque. Mais voilà, pensez à vous. Vous avez tout en vous, en réalité. Tout à fait. Donc, on lâche rien. Voilà. Eh bien, je te remercie. Merci Soka pour cette invitation. J'étais absolument enchantée de pouvoir parler d'un sujet qui résonne beaucoup aussi en toi. Et donc, je suis vraiment ravie de cet échange. Merci beaucoup Soka. Je t'en prie. Et est-ce que tu veux nous dire comment te joindre? Peut-être un site internet ou un email pour terminer? Un email. Alors, vous pouvez me joindre sur. J'ai pas encore fait mon site internet, je suis en travail dessus. Un email. Alors, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Clara Méjean. Clara Méjean, Mejan. Je suis aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si vous souhaitez me contacter par mail, vous pouvez le faire à l'adresse suivante contact@claraméjean, le tout attaché.com. D'accord, parfait. Et je précise bien que c'est Mejan. N, oui. Et je l'écrirai dans la description de la vidéo, t'inquiète pas. Voilà. Eh bien, merci à toi. Merci. Bonne journée à vous ou bonne soirée. Je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Et plein de bonnes choses pour 2021 et la suite. Et à bientôt. Et oui. Notre avenir. Hein, ah bah oui, voilà. On prépare notre avenir. Merci à vous tous pour votre écoute et j'espère que ça vous a nourri. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci Soka. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao.